De retour dans l'Africa Newsroom, nous sommes toujours en compagnie de notre invité Jean-Jacques Onadier et de notre éditorialiste Gracia Rukindikiza. Place de suite à notre dossier du jour. Face aux nouveaux défis du continent, le terrorisme et la piraterie, un nouveau régionalisme sécuritaire est présenté comme la solution. Les partenariats régionaux se sont en effet récemment multipliés. Le G5 au Sahel, la force multinationale conjointe dans le bassin du lac Tchad, des centres régionaux de sécurité maritime dans le golfe de Guinée et plus récemment le Bénin et le Togo qui se sont engagés dans un processus de régionalisation de leurs armées. On fait le point dans ce reportage de notre correspondant Lefty Ounou, commenté par Aimé Fakofi. On en parle juste après. Depuis quelques années, les pays africains mutualisent progressivement leurs forces de défense. Cette régionalisation des armées est suscitée par les conflits et les menaces terroristes qui sont d'actualité sur le continent. Elle s'est renforcée à partir de 2009 avec l'avènement de la secte islamiste Boko Haram, véritable menace à la stabilité politique et économique de l'Afrique. Au départ, la cible du groupe islamiste était le Nigeria, puis le Cameroun, le Tchad et le Niger. Après, cette menace s'est étendue progressivement par des mécanismes d'alliance à d'autres pays d'Afrique de l'Ouest et potentiellement de l'Afrique de l'Est. Pour venir à bout de ces nouvelles menaces terroristes, une force multinationale mixte de l'Union africaine a été installée autour du bassin du lac Tchad. Elle est composée des troupes du Niger, du Nigeria, du Tchad et du Cameroun. En mai 2016, alors que la menace terroriste était loin d'être écartée, 11 pays africains se sont retrouvés à Abuja. De cette rencontre, seul le Bénin, partageant la frontière avec le Nigeria, a accepté rejoindre la force multinationale mixte. Il faudrait savoir aujourd'hui que la menace est une menace globale. Comme on l'a évoqué tantôt, quel que soit le cas, les pays sont défrontiérisés aujourd'hui et vous ne pouvez pas prétendre être dans un territoire sanctuarisé et que l'ennemi est juste à côté de vous. Donc tous ceux qui pensent qu'ils sont protégés aujourd'hui devraient commencer à prendre en compte leur sécurité et agir, n'est-ce pas, dans le sens de cette sécurité collective. Mais il va falloir la mettre sur pied. On ne tend pas encore vers une armée commune avec des moyens communs ou avec des hommes déjà prédéfinis comme armée de sous-région ou armée non. On ne tend pas vers cela. Lorsqu'il y a des problèmes précis, au niveau des commandements, on essaie d'harmoniser un certain nombre de tactiques, un certain nombre de stratégies. Et donc, les commandements essaient de travailler de commun accord pour convenir de comment faire la lutte contre tel phénomène ou tel problème qui se pose au pays. Sur le continent et particulièrement en Afrique de l'Ouest, le Togo joue un rôle de premier plan dans les opérations de maintien de la paix et de la sécurité. Le Togo fut le premier pays de la sous-région ouest-africaine à déployer ses forces au Mali avec 650 hommes sous la mission internationale de soutien au Mali, une mission africaine passée sous mandat des casques bleus suivant la résolution 2100 du Conseil de sécurité de l'ONU du 25 avril 2013. Jusqu'en août 2016, 1799 casques bleus d'origine togolaise ont été déployés sur différents théâtres d'opération. Plusieurs centaines d'hommes togolais sont également présents en Côte d'Ivoire et au Darfour afin d'œuvrer pour la paix dans ces régions. Je crois qu'il y a d'énormes avancées et comme nous le disons, il faut donner plus de moyens à ces forces de sécurité surtout pour faire leur travail. Et donc au niveau des forces de défense, on les voit beaucoup plus sur le terrain à l'étranger ou le Togo. Donc elles participent à plusieurs missions de maintien de la paix où les forces armées togolaises font montre d'une bravoure et d'une expertise assez appréciée sur le plan international. Il y a entre autres des convergences au niveau des commandements des forces armées et une mutualisation des moyens de défense avec les marines ouest-africaines dans la lutte contre la piraterie au large du golfe de Guinée. Afin de sécuriser leurs propres frontières, le Togo et le Bénin ont signé un mémorandum en novembre 2016 pour lutter contre la criminalité transfrontalière, le terrorisme, l'enlèvement et le trafic de tout genre. Ce mémorandum a permis la mise en œuvre d'une opération conjointe menée du 8 au 11 mai 2017. Cette opération
opération dénommée Benondou a permis d'interpeller au total 185 personnes. Plus de 100 motos saisies, 16 pistolets et fusils de fabrication artisanale, des clés passe-partout, près de 600 kg de boulettes de chanvre indien, 45 tonnes de bois d'œuvre et des faux médicaments saisis constituent le butin de cette opération menée conjointement par les forces de défense et de sécurité des deux pays. Que l'armée comprenne d'abord qu'avant d'aller entrer dans l'armée, on est des citoyens et qu'après sa retraite, on devient citoyen comme tous les autres. Ce qui suppose que notre armée doit être formée d'armées professionnelles qui ne reculeront pas parce qu'il y a d'autres menaces également pour nos pays aujourd'hui. Il s'agit donc du terrorisme et autres. Donc nous devons avoir une armée techniquement préparée pour contrer ces choses, garantir la sécurité de notre espace territorial. Cette humilité qu'il faudra avoir, savoir que la sécurité collective n'a pas fonctionné comme il fallait parce que peut-être elle est désuète par rapport à par rapport à la réalité de la menace aujourd'hui et qu'on peut essayer de réfléchir dans le cas de réflexions très très sérieuses qui associeraient non seulement les techniciens de la tactique militaire mais également les techniciens en stratégie pour pouvoir évaluer effectivement qu'est-ce qu'il faudrait faire flancher. Aujourd'hui, le terrorisme demeure la menace de premier plan pour l'ensemble des pays africains. Malgré les moyens dont dispose chaque pays pour assurer son intégrité, la mutualisation des moyens des forces de défense des États se révèle indispensable pour lutter contre les organisations terroristes. La mutualisation des moyens permet d'être plus efficace pour que on sache ce qu'on fait pour qu'il n'y ait pas double emploi et donc gaspillage d'énergie. Voyez-vous par exemple si le Bénin perd son temps à chercher des renseignements sur des gens qui sont dans ces eaux territoriales, que le Togo aussi perd son temps à chercher les mêmes renseignements, que le Nigeria aussi gaspille de l'énergie à chercher les mêmes renseignements, c'est qu'on va gaspiller beaucoup d'argent, beaucoup de moyens pour au finish avoir les mêmes choses. Selon de nombreux experts, plusieurs conditions stratégiques doivent être définies pour l'effectivité de la mutualisation des armées. Il s'agit entre autres de l'instauration d'une perspective de standardisation des forces d'intervention. Mutualiser aujourd'hui les forces me semble être un errement stratégique si jamais on ne pose pas d'abord le problème de la standardisation des forces qui devraient intervenir. À partir de ce moment-là, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes à mettre sur pied, à démêler, n'est-ce pas, à décrypter, avant de parler de cette sécurité collective, même déjà qu'il faudrait remettre en cause à partir de l'architecture de paix et de sécurité, voir le format qui ne peut plus correspondre aujourd'hui au paradigme, avec les paradigmes de la nouvelle menace. La mutualisation des armées induit une certaine concession de la souveraineté nationale des pays impliqués. De même, contre les menaces, les puissances étrangères n'ont pas hésité à apporter leur contribution. Certaines possèdent des bases militaires dans des pays africains, à l'instar de la France qui en possède au Tchad pour sa lutte antiterroriste dans la région du Sahel. Une situation qui soulève davantage la question de la souveraineté nationale des pays africains. Est-ce que la souveraineté nationale des pays de la sous-région est effective? Nos forces de défense rencontrent d'énormes difficultés malgré les renforcements de capacités. Il faut qu'un effort soit fait au niveau de chaque État pour maîtriser l'insécurité grandissante qui règne au sein des populations et que les moyens conséquents soient mis à la disposition de l'armée. Cette situation favorisera rapidement la mutualisation. La présence des forces étrangères est une aide de la communauté internationale pour la lutte contre le terrorisme. Mais au fond, est-ce que cela règle le problème? Les terroristes frappent toujours. Une mutualisation réelle des moyens des forces de défense n'est pas encore effective au niveau de la sous-région. Face aux défis d'instabilité politique des États africains, la force en attente de la CEDEAO se mobilise spontanément pour intervenir afin de rétablir la paix et la sécurité. Cette force d'attente est constituée des détachements militaires des différents pays. De nombreux observateurs estiment que les armées conventionnelles de chaque État ne peuvent pas seules faire face aux menaces des terroristes. La mutualisation des forces de défense permettra aux États de bénéficier de l'expertise, du renseignement, des moyens, du partage et de la protection des informations pour pouvoir assurer leur souveraineté.
Nous avons été rejoints sur ce plateau par le docteur Ousmane Kaba. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes homme politique également. Vous avez été élu homme africain de l'année 2016. Vous êtes également économiste, philanthrope et fondateur de l'université Kofi Annan de Guinée. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Je vous en prie. Alors, docteur Kaba, dites-nous, comment jugez-vous l'avancement du processus de régionalisation des armées sur le continent? Je pense que c'est une très bonne chose parce que d'abord, ça permet de mettre en commun les efforts, de partager surtout les informations, de faire de telle sorte que les personnes qui commandent les différentes armées se côtoient plus facilement, se connaissent plus facilement. Donc mettre ensemble les moyens, mettre ensemble les informations, la mutualisation permet au total de réduire le coût d'intervention. Surtout que la menace que nous avons maintenant a changé de nature. Nous avons la menace terroriste et les terroristes n'ont rien à faire avec les frontières. Ils passent de pays en pays aussi facilement. Donc il est indispensable que les forces de défense soient ensemble et pour pouvoir traquer et réduire cette menace. Monsieur Konadji, comment s'opère la coordination entre des différentes armées qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble? Est-ce que ce n'est pas finalement un petit point négatif ou plutôt difficile? Je dirais que les armées essaient de faire avec, parce que la mutualisation, c'est vrai, c'est bien beau, mais ça nécessite un certain nombre de préalables. Mutualiser, c'est-à-dire mettre en commun des armées. Or, bien souvent, on a des armées disparates. D'un pays à un autre, la culture militaire n'est pas la même, le degré de formation n'est pas le même, l'équipement n'est pas le même. Donc, par moment, voilà, il y a une question de professionnalisation. Donc, moi, je pense que, vu le contexte dans lequel les mutualisations s'opèrent, il devrait avoir quand même quelques préalables. Essayer d'instituer ce que moi je qualifierais de seuil minimum de compétences et de seuil minimum de capacité. C'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait un baromètre où toutes ces armées-là puissent avoir un degré de compétence minimum pour qu'ensemble, on puisse aller dans la même direction. Voilà un peu. Donc, par moment, il y a quelques soucis de coordination, mais j'avoue qu'il faut tirer le chapeau à toutes ces armées-là, parce que si vous permettez, je pourrais rappeler le contexte dans lequel ces mutualisations se sont opérées. Et ce contexte est marqué par 3 points. Le premier, comme il l'a dit M. Kaba, c'est la récurrence des menaces qui sont insidieuses, protéiformes et transnationales. Mais le deuxième point, c'est l'incapacité de nos armées africaines à faire face à ces menaces. Et le troisième point, ce sont les limites, je dis bien les limites de l'architecture africaine de paix et de défense et de sécurité inspirée par l'Union africaine. Donc, vu sous cet angle, je pense que cette mutualisation est plus que jamais d'actualité. Justement, Gratien, à propos du dernier point qui a été évoqué, est-ce que pour que le régionalisme sécuritaire soit véritablement efficace, il ne faudrait pas que le périmètre de la coalition finalement corresponde à la géographie de la menace? Est-ce que, par exemple, le G5 Sahel ne devrait pas être élargi, par exemple, à d'autres États? Oui, il y a un problème, disons, de zone. On ne peut pas parler, par exemple, de Sahel sans mettre. Pourquoi on ne mettrait pas les Algériens qui ont aussi les moyens? Et bon, cette régionalisation des armées, pour moi, elle est mal faite. Elle est mal engagée au niveau des armées en Afrique. Parce que quand on parle de mutualisation des armées, pour moi, je conçois que je connais bien l'armée, certaines armées africaines, d'ailleurs, pour avoir fréquenté une. Donc, on ne peut pas dire à une armée, vous allez travailler. J'envoie un bataillon, l'autre envoie un bataillon, vous allez travailler ensemble. On n'a pas les mêmes méthodes, on n'a pas les mêmes tactiques, on n'a pas le même armement. Si on veut vraiment aller vers une mutualisation, une régionalisation, qu'on crée des armées régionales qui ont un commandement unique, qui dépendent... Et qui suivent ensemble la même formation. La même formation, c'est-à-dire chaque pays envoie 2 ou 3 bataillons, ou 5, et tous les militaires sont confondus, sont réarmés et sont commandés, rentrent dans une autre tactique. Et c'est de cette façon-là qu'on peut dire, s'il y a un problème, mais voilà, on intervient. Moi, parce que ce qui se passe notamment au niveau de l'Afrique, regardez au Mali. Est-ce qu'on avait besoin des militaires français au Mali? Non. Non, mais on n'avait pas besoin de militaires français. Mais vous savez pourquoi on a eu besoin des militaires français? C'est tout simplement parce que l'architecture africaine de paix et de sécurité inspirée par l'Union africaine a échoué. Dans cette architecture, le Conseil de sécurité de l'Union africaine a créé la force africaine en attente.
qui est divisée en 5 brigades régionales en fonction des régions. Et la force africaine de la CEDEAO est la force la plus aboutie. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Lorsqu'on a enclenché lorsqu'il y a eu la crise au Mali et qu'on a activé cette force, elle n'a jamais fonctionné. Il a fallu l'intervention française à travers l'opération Serval pour qu'on puisse stopper l'avancée djihadiste. Et c'est quelques jours après qu'il y a eu seulement une centaine de soldats qui sont arrivés et dans quelles conditions. Mais on doit, pour vous dire, on doit se rendre compte aussi que finalement, pourquoi les militaires interviennent? Mais pour conclure, ce que je veux dire, c'est que effectivement, ce que vous êtes en train de dire, ça a été pensé, mais ça a montré ses limites. C'est-à-dire calqué sur la régionalisation. On a investi beaucoup d'argent, mais aujourd'hui, ça échoue. Donc les pays sont obligés de prendre leur destin en main. Et voilà pourquoi ils sont obligés de faire des propositions ad hoc. Je pense qu'on s'est trompé dès le départ. Et cette armée, pourquoi les armées internationales? Pourquoi la France intervient dans la partie de l'Afrique de l'Ouest? En Afrique de l'Est, la partie, vous coupez l'Afrique en deux, la partie Est, on ne voit pas de militaires étrangers qui arrivent. Les militaires étrangers se trouvent dans les pays, surtout francophones. Pourquoi? On doit se poser la question si vraiment ces pays ont été bien formés militairement. Moi, je dis, je connais bien l'armée, les armées africaines. Je connais, j'ai fréquenté l'armée mondiale. Je dis bien que ces pays ont été mal formés. Alors, non, je ne suis pas d'accord. On a eu vos points de vue, on va prendre le point de vue de monsieur. Je pense que d'abord, il faut commencer quelque part. C'est parce que maintenant, il y a une menace terroriste. Et si nous prenons le cas du Mali, du Niger, etc., il a fallu que tous les pays apportent leur concours. Évidemment, lorsqu'il y a une première expérience, c'est en ce moment que les problèmes sont soulevés. Problème de coordination du commandement, problème de formation des hommes et problème de coopération sur le terrain. La Guinée est présente au Mali. Nous avons envoyé des contingents pour secourir un pays frère. Je crois qu'avant tout, c'est d'abord un acte de solidarité et c'est très important pour le moral du Mali de ne pas être abandonné. Et c'est ce qui a été fait. Évidemment, par la pratique maintenant, nous avons de nouvelles pratiques. Il y a une régionalisation qui commence petit à petit à prendre forme. Tous les problèmes que vous avez soulevés sont des problèmes réels. Et c'est maintenant qu'on prend soin de ces problèmes. Mais il faut savoir qu'il y a l'information. Qui ont été évoqués, il y a un problème quand même qui est crucial, c'est celui du manque de financement. Mais bien sûr, et c'est pour cela que la France intervient, aussi bien dans le financement que dans le renseignement militaire, parce que le renseignement militaire suppose beaucoup de moyens. Vous savez très bien qu'on marche beaucoup avec les satellites, surtout sur le désert. Et l'armée française a apporté un soutien très important aux pays africains. Moi, je pense que par le biais de l'information. Si vous permettez, je pense qu'on se trompe de débat. Parce que les armées africaines, elles ont des formations différentes. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la menace n'a plus rien à voir avec la formation qu'ont bénéficié nos militaires, nos armées. Peu importe le degré de la qualification ou du professionnalisme, mais on a été formé à des guerres conventionnelles. Aujourd'hui, on fait face à une guerre terroriste. Boko Haram a offert une guerre conventionnelle dès le départ. Je ne crois pas. Oui, Boko Haram occupait une zone et ils n'ont pas été délogés. Non, ils n'ont pas été délogés parce qu'il y a eu un certain lacisme. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut généraliser la menace. On est dans une dynamique où c'est la menace terroriste qui a pignon sur rue, mais il y a la piraterie maritime. Nos États n'ont pas été formés pour faire face à ce genre de situation. Que ce soit dans les pays francophones, on le voit, ou anglophones, on l'a vu au Kenya où il y a eu un certain nombre d'attentats. Peut-être que c'est par coup de chance, ou bien peut-être que la dynamique terroriste est... Les attentats se passent aussi dans les pays développés, dans les pays comme la France. Là, mais ce qui s'est passé, le cas de l'Afrique, on voit Boko Haram. Ce qui s'est passé en Afrique, Boko Haram, on voit dans d'autres pays Boko Haram, s'il fallait arrêter soit Boko Haram, soit les islamistes au Mali, il y avait les armées aussi qui pouvaient intervenir. Mais ces armées ne sont pas... Ces armées ont été sollicitées, mais par manque de moyens, comme il a dit, par manque de financement. Est-ce que vous savez combien coûte le déploiement d'une force? Le principal problème, c'est le manque de financement. Le manque de financement, la logistique, les renseignements. Vous avez la triptyque qui est importante. Un pays comme l'Algérie pouvait intervenir, pouvait stopper les terroristes au Mali. Encore faut-il avoir la volonté politique. Voilà.
On peut se poser, ah oui, sur cette question, côté technique, il y a des armées. On doit bien reconnaître ce que même le Cameroun, maintenant qui fait face à Boko Haram avec beaucoup de succès, c'est que le Cameroun s'est ressaisi au niveau de son armée. Pourquoi il y a le prépositionnement des militaires français en Afrique? Pourquoi les militaires africains ne sont pas formés pour remplacer ces militaires? Pourquoi 500 militaires peuvent être au Gabon pour sécuriser un pays alors que le pays dispose des dizaines de milliers? Ça se situe dans ce ne sont pas seulement des défense. Les accords de défense, il y a l'indépendance. Ces pays ont été. Ces pays sont indépendants. Avec les réalités géopolitiques que nous vivons. Ces pays sont indépendants, peuvent dénoncer ces accords. Ils ne sont pas obligés d'être gardés par les Français. Il y a des militaires. Nous sommes sur ce plateau pour parler de la professionnalisation et de la mutualisation des armées africaines. Donc on ne va pas transférer le débat là où il n'y a pas question. Merci messieurs pour votre participation. Nous allons à présent marquer une courte pause. Ne bougez pas, dans quelques instants, la suite de l'Africa News reprend.